Le 23 mars 1944, il était 9h47 du matin. Le capitaine Thomas Mitchell, pilote américain, n'en croyait pas ses yeux. Derrière la lourde porte en bois du Stalag Luft 3 à Sagan, ce n'était ni une cellule, ni une salle d'interrogatoire qui l'attendait, mais une bibliothèque complètement équipée, plus de 2000 livres, alignés sur des étagères artisanales, du sol au plafond, de la littérature allemande, des classiques anglais, des ouvrages scientifiques, et même des revues américaines de la Croix-Rouge. Le commandant du camp, l'Oberst Friedrich Wilhelm von Lindener-Wildau, se tenait à ses côtés, arborant un sourire doux. Dans son journal, Mitchell n'écrirait plus tard que 3 mots, avant que ses larmes ne maculent l'encre. L'ennemi lisait, lui aussi. Le capitaine Mitchell avait été abattu 3 jours plus tôt. Son Boeing B-17 Flying Fortress avait été touché au-dessus de la zone industrielle allemande. Sur les 10 hommes d'équipage, seuls 4 avaient réussi à sauter. Mitchell s'attendait au pire. La propagande de guerre avait dressé des tableaux saisissants, des interrogatoires brutaux, la mort par la faim, des conditions inhumaines. En franchissant les portes du Stalag Luft 3, il avait déjà fait le deuil de tout ce que signifiait la civilisation, les livres, l'éducation, la liberté intellectuelle. C'étaient des luxes du passé. Désormais, il appartenait à la Wehrmacht, un prisonnier de guerre en territoire ennemi. Au mieux, il survivrait aux prochains mois. Ce que Mitchell ignorait, c'est que la Luftwaffe allemande considérait l'éducation comme un droit et non comme un privilège, même en temps de guerre, même pour les ennemis. Mitchell passa sa première nuit au camp dans une baraque avec 40 autres pilotes alliés, des Britanniques, des Canadiens, des Australiens, quelques Français. Tous partageaient la même histoire, abattus, capturés et s'attendant à l'horreur. Et tous partageaient le même murmure d'étonnement au sujet de la bibliothèque. Un squadron leader britannique du nom de Roger Bushell, qui était déjà au camp depuis 1940, raconta l'histoire à Mitchell. Bushell parlait avec l'autorité d'un homme qui avait survécu pendant 3 ans. Il expliqua que l'Oberst von Lindener avait personnellement lancé l'initiative de la bibliothèque. Non par obligation, ni en vertu de la Convention de Genève, mais par conviction. L'Oberst, un vétéran de la Première Guerre mondiale, croyait que les hommes instruits étaient moins enclins au désespoir. Il avait raison. La bibliothèque était le cœur battant du camp, le centre d'une civilisation impossible, derrière les barbelés. Mitchell dormit peu cette nuit-là. Ses pensées tournaient autour de l'image des étagères remplies de livres. Shakespeare, à côté de Goethe. Mark Twain à côté de Thomas Mann, l'ennemi respectait la littérature au-delà des frontières nationales. Qu'est-ce que cela signifiait? Tout ce qu'on lui avait appris sur les Allemands était-il un mensonge? Le lendemain matin, le 24 mars 1944, à 6h15, la nouvelle routine de Mitchell commença. Après l'appel matinal, après le repas frugal mais suffisant composé de bouillie d'avoine et de pain noir, il se rendit à la bibliothèque. La pièce était déjà pleine. 30 hommes étaient assis à de longues tables en bois, plongés dans leurs livres. Certains lisaient en silence, d'autres discutaient à voix basse. Un bibliothécaire allemand, un sous-officier âgé du nom d'Ernst Mayer, cataloguait les nouvelles livraisons de la Croix-Rouge. Mayer salua Mitchell dans un anglais approximatif. Il lui montra le système de prêt. Chaque prisonnier était autorisé à emprunter 3 livres à la fois pour 2 semaines. Il n'y avait pas de censure des titres, pas d'auteurs interdits. Même des œuvres que le Troisième Reich désapprouvait officiellement se trouvaient sur les étagères. Ernest Hemingway, John Steinbeck, la philosophie critique. Mitchell prit d'abord les aventures de Huckleberry Finn, un morceau de chez lui, entre des couvertures, puis Faust de Goethe, pour comprendre la langue de ses geôliers, et enfin, un ouvrage sur l'astronomie. Car il avait toujours rêvé d'étudier les étoiles, au lieu de se battre sous elles. Quand il ouvrit le premier livre,
les larmes commencèrent à couler. Pas de tristesse, mais d'une gratitude inattendue, d'une confusion face à l'humanité, là où il s'attendait à la barbarie. La bibliothèque du Stalag Luft II n'était pas un hasard. C'était le résultat d'une coopération remarquable entre les autorités allemandes, la Croix-Rouge internationale et les prisonniers eux-mêmes. À l'automne 1943, l'Oberst von Lindeiner avait fait une demande formelle, des livres pour les prisonniers. La direction de la Luftwaffe approuva la demande, à une condition: pas de propagande politique. La Croix-Rouge répondit avec 1500 livres, provenant de pays neutres. Les prisonniers eux-mêmes organisèrent des dons de livres depuis chez eux. La famille et les amis envoyèrent des colis. En l'espace de 6 mois, il y avait plus de 2000 titres. Les Allemands mirent les locaux à disposition. Une ancienne cuisine du camp fut transformée. Des prisonniers de guerre menuisiers construisirent les étagères. Des gardes allemands se procurèrent des clous, des vis et même de la peinture pour une nouvelle couche. La pièce avait de grandes fenêtres orientées vers le sud, un maximum de lumière naturelle pour la lecture. En hiver, les Allemands installèrent un poêle supplémentaire, afin que personne n'ait froid pendant ses études. Le sous-officier Ernst Mayr fut nommé bibliothécaire à temps plein. Mayr, âgé de 48 ans, était lui-même un amoureux des livres. Avant la guerre, il avait travaillé dans une petite librairie à Dresde. Il apporta cet amour dans son travail. Il organisa les livres par catégorie: romans, essais, histoire, sciences, philosophie, et même un petit coin pour enfants. Une pour les jeunes prisonniers arrivant plus tard. Il tenait un système de prêts méticuleux, des fiches manuscrites pour chaque titre. Les prisonniers l'appelaient affectueusement « Monsieur le professeur », bien qu'il n'ait qu'un diplôme de l'école primaire. Mayr ne les corrigeait jamais, il appréciait ce rôle. Mitchell passait au moins 4 heures par jour à la bibliothèque. Le matin, il lisait, l'après-midi, il participait à des groupes de discussion. La bibliothèque était devenue plus qu'un simple lieu de stockage de livres. Elle était devenue une université officieuse. Des officiers prisonniers, dont beaucoup étaient diplômés universitaires, proposaient des cours, littérature, mathématiques, langue, histoire et même ingénierie. Le capitaine Mitchell commença un cours d'allemand avec un juif autrichien qui avait rejoint la Royal Air Force britannique. Un moment surréaliste. Un pilote américain apprenait la langue de ses geôliers auprès d'un homme qui avait fui les nazis, tandis que des gardes allemands montaient la garde respectueusement à l'extérieur. L'ironie n'échappait pas à Mitchell. Dans son journal, il nota le 3 avril 1944. « J'apprends plus en captivité qu'en 2 ans à l'université de l'Ohio. Pas de distraction, pas de fête, seulement des livres et du temps. La guerre m'a rendu la lecture. » Mais la bibliothèque offrait plus que de l'éducation. Elle offrait un salut psychologique. Chaque prisonnier luttait contre la monotonie, la solitude, l'incertitude. La guerre finirait-elle un jour? Reverraient-ils un jour leur famille? Ces livres étaient des échappatoires pour l'esprit quand le corps restait emprisonné. Le lieutenant James Goodson, pilote de chasse américain, abattu en janvier 1944, sombrait dans une profonde dépression. Il parlait à peine, mangeait peu, fixait les murs pendant des heures, jusqu'à ce que le capitaine Thomas Mitchell lui offre un livre, Le vieil homme et la mer d'Hemingway. Goodson le dévora en une nuit. Le lendemain matin, il en redemanda. En 1 mois, il avait lu 30 livres. La littérature lui sauva la vie. Les gardes allemands remarquèrent ce changement. Un jeune sous-officier, nommé Klaus Becker, 22 ans, originaire de Hambourg, aborda Mitchell un jour. L'anglais de Becker était étonnamment bon. Il avait étudié la littérature anglaise avant la guerre. Il dit à Mitchell « Nous ne sommes pas si différents.
Vous et moi, je voulais devenir professeur. Vous vouliez voler. La guerre nous a amenés ici, tous les deux. Mais les livres survivent à tout. Ils nous unissent. Mitchell était sans voix, un soldat allemand, discutant de philosophie et de livres, avec un prisonnier ennemi. À quelle sorte de guerre était-ce? Dans les semaines qui suivirent, une amitié inattendue se développa entre Mitchell et Becker. Ils se rencontraient régulièrement, à la bibliothèque. Becker enseignait la grammaire allemande à Mitchell. Mitchell aidait Becker avec l'argot américain. Ils discutaient de littérature, de philosophie, de leurs rêves d'avant la guerre. Becker raconta son enfance à Hambourg, le port, les navires. Son rêve de visiter l'Amérique un jour. Mitchell parla de l'Ohio, des champs de maïs, de son père, agriculteur, qui n'avait jamais compris pourquoi son fils voulait voler. Un jour, c'était le 15 mai 1944, Becker apporta un cadeau interdit, une tablette de chocolat. Les soldats allemands recevaient rarement de tels produits de luxe, mais la mère de Becker la lui avait envoyée. Il la partagea avec Mitchell. Les deux hommes, assis dans un coin tranquille de la bibliothèque, mangeaient du chocolat et lisaient des ennemis, devenus amis, liés par des mots, sur du papier. Un officier britannique, nommé Wing Commander Douglas Bader, célèbre pour ses jambes artificielles, suite à un accident d'avant-guerre, était également au Stalag Luft 3. Bader était une figure légendaire, intrépide, rebelle, essayant constamment de s'échapper. Mais même Bader respectait la bibliothèque. Il donnait des conférences sur la tactique aérienne, utilisant les livres comme matériel pédagogique. Des gardes allemands s'asseyaient parfois à l'arrière-plan, écoutaient, apprenaient de leur ennemi. La bibliothèque avait aussi un effet thérapeutique qui allait au-delà de l'éducation. Le sergent William Henderson, un mitrailleur arrière du Texas, avait été gravement brûlé lors de son abattage. La moitié droite de son visage était défigurée. Il pouvait à peine parler. La honte était paralysante. Henderson se cachait dans sa baraque, ne parlant à personne, jusqu'à ce qu'un médecin allemand, le docteur Friedrich Schäfer, l'emmène à la bibliothèque. Le docteur Schäfer, chirurgien de Munich, traitait les prisonniers de guerre avec le même soin que les soldats allemands. Il croyait que la guérison mentale était aussi importante que la guérison physique. Il donna à Henderson des livres sur l'art, sur la beauté, sur la force intérieure. Lentement, Henderson sortit de sa coquille. Il commença à lire, puis à écrire. Il tenait un journal de ses pensées, de ses angoisses, de sa lente acceptation, de son nouveau visage. Le docteur Schäfer rendait visite à Henderson quotidiennement, à la bibliothèque. Il ne parlait pas beaucoup, les blessures d'Henderson rendant la parole douloureuse. Mais ils s'asseyaient ensemble, lisaient, partageant une silencieuse camaraderie, le médecin et le patient, allemand et américain, liés par la compassion. Henderson survécut à la guerre. Il retourna au Texas, devint écrivain. Son premier livre, publié en 1952, était dédié à la bibliothèque du Stalag Luft 3. Il écrivit « Dans la période la plus sombre de ma vie, un médecin allemand m'a donné des livres. Ces livres m'ont donné de l'espoir, l'espoir que la beauté existe. Même si mon visage ne la reflète pas. Le docteur Schäfer est décédé en 1955, mais je porte sa gentillesse avec moi chaque jour. » La bibliothèque continua de croître. Durant l'été 1944, 500 livres supplémentaires arrivèrent, des manuels techniques, des ouvrages de médecine, même des romans, dans d'autres langues, français, polonais, russe. La Croix-Rouge avait doublé ses efforts. La Convention de Genève exigeait un traitement de base. Mais cela allait bien au-delà.
Oberst Friedrich Wilhelm von Lindeiner-Wildau visitait la bibliothèque régulièrement. Il parlait avec les prisonniers de leur lecture. Il recommandait des auteurs allemands. Erich Maria Remarque, À l'Ouest, rien de nouveau, un roman pacifiste, écrit par un ancien combattant allemand. Von Lindeiner dit « Cette guerre finira, mais la haine ne doit pas perdurer. Lisez, comprenez que nous sommes tous des êtres humains. » Les prisonniers respectaient profondément von Lindeiner. Il n'était pas un idéologue nazi. Il était un ancien officier de cavalerie avec un code d'honneur. Il ne les traitait pas comme des sous-hommes, mais comme des camarades. Tombé au combat, la bibliothèque était son testament. En septembre 1944, la bibliothèque organisa un événement spécial, un débat littéraire. Le thème ? Qu'est-ce que la civilisation ? Les participants. 5 officiers alliés et 3 gardes allemands qui s'étaient portés volontaires, Herr Professor Ernst Mayr, modéra. La discussion dura 3 heures. Des voix américaines, britanniques et allemandes argumentèrent sur Kant, Locke, Rousseau. Capitaine Thomas Mitchell parla de la liberté individuelle. Un caporal allemand, nommé Hans Müller, répondit avec le devoir et la communauté. Ils n'étaient pas d'accord, mais ils s'écoutaient. Respectueusement, intellectuellement, comme des universitaires. Dans une université, pas des ennemis, à la guerre, à la fin. Tout le monde applaudit. Herr Professor Ernst Mayr se leva, les larmes aux yeux. Il dit « C'est pourquoi les livres sont importants. Ils nous rappellent que nous pouvons penser, que nous sommes plus que nos uniformes. » La bibliothèque survécut à toute la guerre, même lorsque les conditions, dans le camp, devinrent plus difficiles, lorsque la nourriture se fit plus rare, lorsque les raids aériens alliés se rapprochèrent. La bibliothèque resta ouverte. Herr Professor Ernst Mayr refusa de la fermer. Oberst Friedrich Wilhelm von Lindeiner-Wildau le soutint. En janvier 1945, alors que l'armée soviétique se rapprochait, la Wehrmacht évacua le Stalag Luft III. Les prisonniers furent envoyés sur la tristement célèbre Marche de la mort. 100 kilomètres à travers la neige glaciale. Mais avant de partir, Oberst Friedrich Wilhelm von Lindeiner-Wildau autorisa chaque prisonnier à emporter un livre, un seul, à cause du poids. Mitchell choisit Faust. Il le porta dans sa veste. Près de son cœur, Herr Professor Ernst Mayr resta sur place pour protéger la bibliothèque. Lorsque les troupes soviétiques atteignirent le camp, ils le trouvèrent là, défendant les livres, comme un trésor. Les soviétiques, déconcertés par la scène, le laissèrent tranquille. Mayr survécut à la guerre et retourna à Dresde. La bibliothèque fut plus tard pillée et détruite, mais son histoire demeura. Le capitaine Thomas Mitchell survécut à la marche de la mort. Il fut libéré en avril 1945 par les troupes américaines. De retour chez lui dans l'Ohio, il emporta son exemplaire de Faust avec lui. Il continua à étudier l'allemand et devint professeur d'allemand après la guerre. Il disait toujours que la bibliothèque du Stalag Luft III lui avait plus appris que n'importe quelle université. Mitchell donna des conférences sur ses expériences pendant des décennies. Il soulignait toujours que tous les Allemands n'étaient pas des monstres, que tous les ennemis n'étaient pas inhumains. Certains croyaient en l'éducation, en la culture, en l'humanité même, dans les moments les plus sombres. Dans les archives, on trouve des centaines de témoignages similaires, des prisonniers de guerre américains, britanniques, canadiens, qui écrivaient à propos des bibliothèques dans les camps allemands. Tous les camps n'en avaient pas, mais beaucoup, sous administration de la Luftwaffe, en possédaient. La Luftwaffe
souvent dirigés par des officiers de la vieille école comme von Lindeiner, respectaient strictement la Convention de Genève et allaient souvent au-delà. Les statistiques le confirment. Sur plus de 200 000 prisonniers américains et britanniques aux mains des Allemands, plus de 95% survécurent à la guerre. Comparé aux prisonniers soviétiques, dont près de 60% moururent, une différence drastique. Les alliés occidentaux étaient traités comme des soldats avec des droits, pas comme des sous-hommes. Les bibliothèques jouèrent un rôle clé dans ce taux de survie. La santé mentale était aussi importante que la santé physique. Les hommes qui lisaient, discutaient, apprenaient, avaient de l'espoir. L'espoir les maintenait en vie. Après la guerre, certains des anciens prisonniers rencontrèrent leurs gardes allemands. En 1978, un groupe de vétérans organisa une rencontre en Angleterre. Monsieur le professeur Meyer, alors âgé de 83 ans, voyagea depuis Dresde. Il apporta les anciennes fiches. Soigneusement conservées pendant des décennies, les vétérans pleurèrent en voyant leur propre nom dans l'écriture de Meyer, des livres empruntés il y a 35 ans. Mitchell serra Meyer dans ses bras pendant longtemps. Il murmura « Vous m'avez sauvé mon humanité quand je croyais l'avoir perdue. » Meyer répondit « Les livres ont fait ça. Je n'étais que le gardien. » L'histoire de la bibliothèque du Stalag Luft III n'est pas unique, mais elle est exceptionnelle. Elle montre que même en temps de guerre totale, même entre ennemis acharnés, des moments de civilisation peuvent exister, l'éducation, comme un pont, au-dessus des fossés de la haine. Aujourd'hui, un monument se dresse près de l'ancien Stalag Luft III, maintenant territoire polonais. Une plaque commémore les prisonniers et la bibliothèque. Chaque année, des centaines de personnes visitent le site, des écoliers de Pologne, d'Allemagne, d'Amérique, de Grande-Bretagne. Ils découvrent l'histoire complexe de la guerre, non seulement les batailles et les atrocités, mais aussi des moments d'humanité. Un historien allemand, le professeur Helmut Schneider, de l'Université de Berlin, a fait des recherches sur le Stalag Luft III. Il souligne « Ces histoires sont importantes. Elles ne banalisent pas la guerre ou les crimes du régime, mais elles montrent que des individus, même dans des systèmes maléfiques, peuvent prendre des décisions de décence. Oberst von Lindeiner et M. Meyer ont pris de telles décisions. Le Stalag Luft III n'était pas le seul camp avec une bibliothèque. Des témoignages provenant d'autres camps de la Luftwaffe racontent des histoires similaires. Le Stalag Luft I, à Barth, sur la mer Baltique, avait plus de 800 livres. Le Stalag Luft VI, en Prusse orientale, organisa un club de lecture, où les prisonniers discutaient mensuellement des œuvres sélectionnées. L'Oflag KC, à Colditz, célèbre pour les tentatives d'évasion, avait une bibliothèque de 600 titres, principalement d'histoire et d'ingénierie. Ces bibliothèques n'étaient pas des phénomènes isolés, elles faisaient partie d'une philosophie au sein de la Luftwaffe, qui considérait les prisonniers de guerre comme des adversaires honorables, pas comme des criminels. Cette philosophie provenait en partie de la tradition de la Première Guerre mondiale, où les aviateurs ennemis montraient souvent un respect mutuel. Le Baron Rouge, Manfred von Richthofen, était célèbre pour enterrer les pilotes britanniques abattus avec les honneurs militaires. Pendant la Seconde Guerre mondiale, des hommes comme Oberst von Lindeiner ont perpétué cette tradition. Ils comprenaient que l'homme dans l'avion ennemi était un soldat, comme eux. Quelqu'un qui faisait son devoir, quelqu'un qui méritait du respect. Un pilote canadien, le Flight Lieutenant Robert Nelson de Toronto, décrivit son expérience au Stalag Luft IV dans une interview de 1985. Nelson avait été abattu en juin 1943, avait passé 9 mois en captivité française avant d'être transféré en Allemagne.
Il s'attendait à des conditions plus dures. Au lieu de cela, il trouva une bibliothèque avec plus de 1000 livres. Nelson raconta: « Je ne pouvais pas y croire. Les Français nous avaient traités comme des animaux. Coups, mauvaise nourriture, pas de soins médicaux. Puis nous sommes arrivés en Allemagne. Et il y avait une bibliothèque, avec Shakespeare, avec Dickens. Le commandant allemand nous accueillit personnellement et dit que nous aurions accès à toutes les ressources. Je pensais que je rêvais. » Nelson passa les 18 mois suivants au Stalag Luft 4. Il apprit l'allemand, étudia l'histoire européenne, participa à des débats littéraires. Il écrivit à sa femme, à Toronto: « Je suis prisonnier, mais mon esprit est plus libre que jamais. Les Allemands nous donnent des livres. Peux-tu croire ça? Nos ennemis nous donnent des livres. » Les bibliothèques eurent également des conséquences pratiques sur les tentatives d'évasion. Au Stalag Luft 3, les prisonniers planifièrent la célèbre Grande Évasion, l'évasion de 76 hommes. En mars 1944, la bibliothèque joua un rôle inattendu. Les prisonniers utilisèrent des livres techniques pour étudier l'ingénierie des tunnels. Ils lurent sur la géologie, la circulation de l'air, la stabilité structurelle. Ironiquement, les Allemands eux-mêmes fournirent ces livres. Monsieur le professeur Mayer, le bibliothécaire, remarqua la soudaine demande de livres d'ingénierie. Il en parla à Oberst von Lindeiner. L'Oberst sourit simplement et dit: « Laissez-les lire. S'ils étudient, ils ne creusent pas. » Il avait tort. Ils firent les deux. Lorsque la grande évasion échoua et que la plupart des prisonniers furent de nouveau capturés, tous craignirent que la bibliothèque ne soit fermée. 50 des hommes qui s'étaient échappés avaient été exécutés par la Gestapo, sur ordre direct d'Hitler. Le camp était en deuil. Oberst von Lindeiner était furieux des exécutions. Il avait protesté, avait été ignoré. Il considérait les prisonniers comme étant sous sa protection et il avait échoué, mais il ne ferma pas la bibliothèque. Au lieu de cela, il étendit les heures d'ouverture. Il dit à un officier britannique: « La civilisation doit continuer. Même si la barbarie tente de l'étouffer, la bibliothèque reste ouverte. » Cette décision avait une profonde signification. Dans un moment de tension extrême, où des représailles étaient attendues, von Lindeiner choisit la continuité. Le message était clair. La bibliothèque était sacrée. L'éducation était sacrée. L'humanité était sacrée. Les prisonniers réagirent avec une profonde vénération. Le squadron leader Roger Bushell, le cerveau de la Grande Évasion, avait été parmi ceux qui furent exécutés. Ses camarades étaient anéantis. Mais ils retournèrent à la bibliothèque. Ils lurent les livres favoris de Bushell. En son honneur, ils organisèrent une cérémonie silencieuse, chacun lisant un extrait de différentes œuvres. Monsieur le professeur Mayer participa, des larmes coulant sur son visage. Un wing commander britannique nommé Harry Day organisa une collecte commémorative. Il demanda à chaque prisonnier de nommer un livre que Bushell avait aimé. Ces livres furent placés sur une étagère spéciale, avec une plaque manuscrite. À la mémoire du squadron leader Roger Bushell et de tous ceux qui ne sont jamais rentrés chez eux. Que leurs histoires continuent à vivre à travers ces pages. La plaque resta en place jusqu'à l'évacuation du camp en janvier 1945. Oberst von Lindeiner s'assura personnellement que personne ne la retirait. La bibliothèque était aussi un acte de résistance, non pas contre la Wehrmacht, mais contre la déshumanisation de la guerre. Les livres rappellent que l'ennemi aussi pense, ressent, rêve, que l'uniforme et la nationalité sont superficiels, que sous tout cela, nous sommes tous des lecteurs. Le journal du capitaine Mitchell, aujourd'hui au Imperial War Museum de Londres, contient des dizaines d'entrées sur la bibliothèque. Une entrée datée du 5 octobre 1944 se lit ainsi. « Aujourd'hui, j'ai fini de lire Faust de Goethe. Je comprends maintenant pourquoi les Allemands l'aiment.
La lutte entre le bien et le mal n'est pas externe. Elle est en chacun de nous. Ici, dans ce camp, je vois les deux côtés. Cruauté et gentillesse. Haine et respect. La bibliothèque me rappelle quel côté choisir. Une autre entrée, datée du 12 novembre 1944, Monsieur Meyer m'a recommandé aujourd'hui les souffrances du jeune Werther. Il a dit que cela m'aiderait à comprendre le romantisme allemand. Je lui ai demandé pourquoi c'était important pour lui. Il a répondu « Quand cette guerre sera finie, nos pays devront redevenir amis. Cela commence par la compréhension. » Je lui ai donné un exemplaire de Moby Dick en anglais, un échange d'histoire, un petit acte de paix. L'importance de tels échanges ne saurait être surestimée. Après la Seconde Guerre mondiale, commença une période sans précédent de réconciliation germano-américaine et germano-britannique, le plan Marshall, l'OTAN, l'Union européenne. Ces structures politiques étaient importantes, mais les liens humains qui furent tissés pendant la guerre en ont créé les fondations. Des vétérans comme le capitaine Mitchell, qui rentrèrent chez eux avec des récits de soldats allemands décents, influencèrent l'opinion publique. Ils permirent de faire la distinction entre le régime nazi et le peuple allemand. Cette distinction fut cruciale pour la reconstruction de l'Europe. Je pense souvent à cette histoire. Mon propre grand-père était prisonnier de guerre, bien qu'au Japon. Ses expériences furent brutales. Il en parlait rarement. Quand je lui ai raconté l'histoire du Stalag Luft 3, de la bibliothèque, des livres, de M. Meyer, il resta silencieux pendant un long moment. Puis il dit « Tous n'ont pas eu cette chance, mais il est important de se souvenir de ceux qui ont fait preuve d'humanité. Ils prouvent que c'est possible, même pendant la guerre. » Ces mots restent gravés en moi. L'histoire du capitaine Mitchell et de la bibliothèque n'est pas qu'une curiosité historique. C'est une leçon sur le choix, sur la dignité, sur le pouvoir des livres à construire des ponts là où les bombes creusent des tranchées. Si cette histoire vous touche, si vous croyez qu'il est important de préserver de tels récits historiques complexes, alors soutenez cette chaîne, pas seulement par des abonnements ou des j'aime, mais par le Super Thanks de YouTube, le cœur doré sous cette vidéo. Chaque contribution me permet de passer plus de temps dans les archives, de lire plus de journaux, de trouver plus de voix comme celle du capitaine Mitchell. Il ne s'agit pas de profit, il s'agit de mémoire. Il s'agit de s'assurer que ces histoires ne meurent pas avec la dernière génération de vétérans. Il s'agit de documenter l'humanité dans la guerre, non pas pour la glorifier, mais pour montrer que, même là, des choix sont faits. Monsieur Meyer n'était pas obligé d'organiser la bibliothèque. Oberst von Lindener n'était pas obligé de la soutenir, mais ils l'ont fait, et cela a fait toute la différence. Les leçons du Stalag Luft 3 résonnent aujourd'hui. Dans un monde souvent divisé en « nous » contre « eux », la bibliothèque nous rappelle que l'éducation unit, que les histoires nous relient, que l'être humain de l'autre côté a aussi des rêves, des peurs, des espoirs. Les conflits modernes pourraient tirer des leçons de cette histoire. Le traitement des prisonniers n'est pas qu'une obligation légale en vertu des conventions de Genève. C'est une expression de civilisation. La façon dont nous traitons nos ennemis nous définit plus que la façon dont nous traitons nos amis. En 2019, une délégation d'officiers de l'armée de l'air américaine visita le mémorial du Stalag Luft 3. Ils déposèrent des fleurs, non seulement pour les prisonniers, mais aussi pour Oberst von Lindener et M. Meyer. Un acte de reconnaissance. Ces hommes, bien que de l'autre côté, méritaient le respect. Un général américain déclara lors de la cérémonie « Nous ne commémorons pas la guerre aujourd'hui, nous commémorons l'humanité. » Cette bibliothèque était un phare dans l'obscurité. Elle nous rappelle ce pourquoi nous nous battons, pas seulement pour un territoire ou une idéologie, mais pour les valeurs qui nous rendent humains. L'éducation, la compassion, la dignité.
Le capitaine Thomas Mitchell décéda en 1998 à l'âge de 78 ans. Sa dernière requête fut que son exemplaire de Faust, qu'il avait rapporté du camp, soit donné au mémorial. Il repose là maintenant, dans une vitrine, des pages jaunies avec des notes dans les marges. À côté du livre se trouve la fiche de Monsieur Mayer pour le même livre, emprunté le 23 mars 1944 par le capitaine T. Mitchell. Retourné, jamais. Un morceau d'histoire qui a survécu. La bibliothèque du Stalag Luft 3 n'existe plus physiquement, mais son impact perdure. Des milliers de livres, lus par des milliers de prisonniers, ont façonné des générations d'après-guerre. Beaucoup de ces hommes devinrent enseignants, professeurs, écrivains. Ils ramenèrent l'amour de la lecture, nourris en captivité, dans leur communauté. Voici l'héritage. L'éducation survit, l'humanité survit, même quand les bombes pleuvent. Même quand les nations s'entredéchirent, des individus peuvent faire des choix qui transcendent l'instant présent. Oberst Friedrich Wilhelm von Lindeiner-Wildau a privilégié la bibliothèque au confort. Ernst Mayr a préféré les livres à l'indifférence. Le capitaine Thomas Mitchell a choisi la compréhension à la haine. Ces décisions, d'apparence anodine sur le moment, ont créé des ondes qui résonnent encore aujourd'hui. À chaque fois que nous racontons cette histoire, nous honorons ces choix. Nous affirmons, oui, la guerre est un enfer, mais au sein de cet enfer, des individus peuvent créer des havres de paix, de petits paradis, des bibliothèques, des livres, des conversations entre ennemis qui se transforment en amis. Qu'est-ce qui vous a le plus touché dans cette histoire ? Les larmes du capitaine Mitchell, lorsqu'il a découvert la bibliothèque pour la première fois. Le dévouement d'Ernst Mayr, protégeant les livres même à la fin, ou le fait que, 75 ans plus tard, nous en parlions encore. Mes spectateurs ont partagé d'incroyables histoires de famille, des grands-pères dans des camps, des lettres retrouvées dans des greniers, des livres transmis de génération en génération. Partagez votre histoire ci-dessous. Vos ancêtres ont-ils servi ou été emprisonnés dans un camp de prisonniers de guerre? Que vous ont-ils raconté? Chaque commentaire est un fragment d'histoire vivante. Ensemble, nous veillons à ce que ces récits humains et complexes nous survivent à tous. La bibliothèque perdure. Tant que nous nous souvenons, n'oublions jamais.